Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 22 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la future version 2 de Geniator. Mais oui, pourquoi pas? Il est vrai que cette version n'est pas encore offerte sur le marché. Il est vrai aussi que la version 2 ne traite pas spécifiquement de généalogie, mais de toutes sortes de domaines de la vie courante. Quoi qu'il en soit, quelques-uns de nos amis ont tellement hâte d'utiliser certains modules de la version 2 que nous avons accepté de les ajouter temporairement comme bonus à la version 1. De plus, certains de ces modules sont déjà fonctionnels. Vous pouvez donc vous aussi vous en servir si vous les trouvez utiles. Quant à nous, nous avons aussi un intérêt à les mettre à votre disposition car ils nous servent de bêta-test. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos commentaires sur ces modules et surtout à nous indiquer d'autres domaines de la vie courante que vous aimeriez voir s'ajouter à la version 2. Maintenant, la raison pour laquelle les deux versions sont reliées entre elles est facile à comprendre. C'est que la version 2 puise automatiquement des informations dans la version 1. Par exemple, elle va chercher dans la version 1 les dates et les lieux de naissance, d'union et de décès. Et comme vous le savez, l'un des principes de l'informatique est de ne pas être obligé de copier manuellement des informations qui existent déjà dans le système. Alors, nous adhérons évidemment à ce principe. De plus, nous avons le projet ambitieux, peut-être, de regrouper en un seul système une grande partie de vos activités sur l'ordinateur, si cela est possible, évidemment. Les liens entre les différentes versions ne doivent donc plus vous étonner. La version 2 s'appelle aussi le carnet universel et il peut être ajouté en complément d'informations à la fiche de chaque individu d'un fichier. Cependant, comme il s'agit d'informations contemporaines et plutôt personnelles, elles peuvent rarement s'appliquer aux ancêtres et à ceux qui ne font pas partie de votre proche famille. Nous vous suggérons donc, si vous le jugez approprié, de créer un fichier spécial pour les individus dotés du carnet universel afin que ces informations restent privées et ne fassent pas partie des fichiers que vous rendrez publics. Par exemple, ici, nous avons créé un fichier spécial qui porte le nom de personnel, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Et ce fichier, qui s'appelle personnel, contient 5 individus, soit M. Jean Untel et son épouse Jeanne Huxor. Ce sont des noms fictifs, bien entendu, ainsi que leurs 3 enfants dont je vous parlerai plus tard. Il y a 5 façons d'accéder au carnet universel des individus. La première, évidemment, est de cliquer sur le bouton rouge intitulé Carnet en haut de la fiche du premier individu principal et aussi du deuxième individu principal ici. La troisième façon se trouve dans le cadre de l'union, ici en bas. Car le bouton Carnet que vous voyez ici permet d'accéder au module Union de l'individu en question. Mais comme ce module n'est pas encore fonctionnel, vous pouvez donc l'oublier pour le moment. La troisième façon consiste à cliquer tout d'abord sur le bouton Enfants, qui se trouve lui aussi dans le cadre de l'union, puisque les enfants sont toujours reliés au cadre des unions. Alors, si je clique sur le bouton Enfants, je vois les 3 enfants de la famille Untel, à savoir Pierre, Diane et Robert, et chacun d'eux ont un bouton pour accéder au carnet. La quatrième façon consiste à cliquer tout d'abord sur le bouton Liste des individus qui se trouve dans l'entête permanent, puis sur les boutons dans la colonne intitulée Carnet. Vous voyez ici, alors ces boutons sont reliés à chaque individu du fichier en question. Mais croyez-le ou non, il existe une 5e façon encore plus rapide d'accéder au carnet universel. En effet, dès qu'on arrive à la page d'ouverture, ce qu'on peut faire en cliquant sur la flèche rouge que vous voyez ici, on aperçoit
le fichier qui s'intitule personnel, qui contient 5 individus. C'est donc le bon fichier. Alors, si je clique une fois, je le mets en surbrillance et je peux cliquer sur accéder au carnet universel dans la colonne de gauche. Alors voilà, j'arrive immédiatement au carnet universel qui contient ce qu'on a commencé à appeler les domaines de la vie courante. Et chacun de ces domaines est relié à l'un des individus du fichier en question. Et dès que vous cliquez sur le bouton carnet d'un individu dans le fichier, son nom s'affiche dans l'une des cases que vous voyez ici en haut de la page. Et ces noms défilent à mesure que vous en ajoutez d'autres. Finalement, il en restera 5 qui seront disponibles d'une façon immédiate aux fins du présent module. Pour que l'un de ces individus devienne le personnage actif ou le propriétaire de tous les domaines que vous voyez à l'écran, il doit cependant être placé dans la première case, celle qui est colorée en érable. Par exemple, ici, nous avons Jeanne Huxor. C'est elle qui est placée dans la première case. Donc, c'est elle qui serait le personnage actif ou le propriétaire de tous ces domaines. Eh bien, disons que je préfère utiliser son mari, le chef de la famille, Jean Untel. Alors, je clique sur le nom et voilà que le nom est maintenant placé dans la case colorée comme vous voyez. C'est donc Jean Untel qui actuellement est le propriétaire de tous ces domaines que vous voyez à l'écran. Les domaines de la vie courante sont très nombreux, comme vous pouvez l'imaginer, et ceux que vous voyez ici ne sont que quelques-uns de la liste finale. D'ailleurs, suite aux suggestions que vous nous ferez, nous en ajouterons d'autres pour correspondre à vos besoins. Les domaines dans les cases en blanc ne sont pas encore fonctionnels, mais ceux qui sont situés dans les cases colorées le sont et vous pouvez vous en servir immédiatement si vous le désirez. Je n'ai pas le temps de commenter ici tous les domaines qui figurent dans cette page, car cela me prendrait plusieurs heures. Je vais donc me concentrer sur un seul domaine afin de vous donner au moins une idée du fonctionnement de ces modules. En cliquant sur le domaine des bibliothèques, dont le nom est écrit au pluriel, je vais donc vous montrer les différentes bibliothèques qui appartiennent à M. Jean Untel. Alors, vous voyez que Jean Untel est toujours au début de la page, dans la case colorée en érable. Alors, en cliquant sur ce bouton, je vois que la première bibliothèque s'appelle En désordre. C'est un nom pour le moins bizarre, mais nous avons imaginé que les livres qu'elle contient se trouvaient ailleurs et qu'à l'occasion d'un déménagement, M. Untel les a placés pêle-mêle dans les rayons d'une nouvelle bibliothèque. C'est alors que le présent module vient à la rescousse, car non seulement il peut contenir un inventaire de tous ces livres, mais aussi il constitue un excellent instrument pour les classer en ordre dans une nouvelle bibliothèque. Alors c'est justement ce que nous nous apprêtons à vous démontrer dans le présent vidéo. Tout d'abord, c'est vous qui devez choisir les noms des différentes bibliothèques qui figurent dans les cases en haut de la page. Par exemple, si vous choisissez le thème des langues, comme c'est le cas présentement, vous voyez, en français, en anglais, en espagnol, vous aurez une bibliothèque pour les livres écrits en français, une autre pour les livres écrits en anglais, et ainsi de suite pour toutes les langues que vous voulez. Mais vous pouvez aussi choisir le thème des lieux physiques pour ces différentes bibliothèques. Vous pouvez plutôt indiquer l'adresse, par exemple, de chacune de ces bibliothèques. On peut dire aussi que la bibliothèque
B serait la bibliothèque que M. Jean Untel possède à Montréal, et celle-là, celle qu'il possède à Paris, et celle-là, celle qu'il possède à Barcelone. Et, ou bien, plus modestement, la bibliothèque qu'il a à son domicile et les autres à ses résidences secondaires. Toutefois, il existe une identification encore plus importante d'une certaine façon, puisqu'elle est permanente pour chacune de ces cases. Ce sont les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I. Par exemple, la bibliothèque en désordre, ou du nom que vous lui donnerez plus tard si vous le désirez, s'appelle aussi la bibliothèque A. C'est pourquoi vous voyez la lettre A dans la première colonne à gauche, vis-à-vis de chacun des livres que contient cette bibliothèque. Alors, tous ces livres, il y en a 17 actuellement, appartiennent à la bibliothèque A, comme vous voyez. Dans la deuxième colonne, intitulée numéro d'ordre, alors vous voyez que tous les numéros d'ordre sont par ordre séquentiel. Et ces numéros sont générés automatiquement par le logiciel à mesure que vous ajoutez un nouveau livre sur la ligne vacante que vous voyez à la fin de la liste. Effectivement, il existe toujours une ligne vacante à la fin de la liste pour recevoir les détails d'un nouveau livre. Par exemple, je vais ajouter le mot un livre. Tenez, je vais écrire le livre numéro 1. Livre numéro 1. Alors, vous avez vu que le numéro d'ordre numéro 18 s'est ajouté automatiquement sur la ligne du livre numéro 1. Et vous voyez aussi qu'une autre ligne vacante s'est ajoutée pour me permettre d'ajouter un autre livre. Ça peut être le livre numéro 2. Mais peut-être allez-vous me dire, qu'arrive-t-il lorsque la page sera pleine? Quand nous aurons, par exemple, 1000 livres, eh bien, il y aura une ligne qui va s'ajouter et, en cas de besoin, vous pouvez cliquer sur le bouton de la consigne numéro 3 ici, en bleu. Ajouter un livre à la liste. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et une ligne additionnelle vacante va s'ajouter dans cette page. Maintenant, que doit-on faire pour supprimer la ligne d'un livre dont on n'a plus besoin? C'est très simple, je vais supprimer la ligne numéro 18 qui contient le livre numéro 1 que je viens d'ajouter. Alors, je dois d'abord cliquer sur la ligne et vous voyez qu'une règle s'est installée pour encadrer la ligne afin que nous puissions la voir sur toute sa longueur et qu'on puisse apercevoir certains détails. C'est parfois très utile de ne pas faire d'erreur à ce sujet. Au fait, je pense à ceux qui ont des ordinateurs portatifs avec un petit écran, ou enfin à tous ceux qui ont des petits écrans. Eh bien, je vous montre le petit cadre en haut de la page intitulé bouton pour petit écran. Alors, si je clique sur la flèche rouge, alors vous voyez que toutes les colonnes se déplacent vers la gauche, ce qui me permet de voir tous les petits X au bout des lignes et qui permettent de supprimer la ligne en question. Alors, ces flèches sont très utiles. Je les fais fonctionner rapidement pour vous les montrer. Alors, je clique sur la bleue. Alors, toutes les colonnes se déplacent vers la droite et je clique sur la rouge et toutes les colonnes se déplacent vers la gauche. Alors, ceux qui ont des petits écrans, vous allez voir que c'est très utile. Ces flèches sont très efficaces, à n'en pas douter. Alors, je vais donc cliquer sur le petit
X ici et on nous demande, pour être bien sûr, voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement? Je clique sur oui. Alors voilà, la ligne est supprimée. Et même, je suis revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure, sans même avoir eu besoin de cliquer sur la flèche rouge. Alors, tout ce qui peut se faire automatiquement, eh bien, se font grâce à Geniator. Maintenant, les numéros d'ordre que vous commencez à connaître maintenant, est-il possible de les changer manuellement? Comme vous le savez, elles sont générées automatiquement. Alors, la question est-ce qu'on peut aussi les changer manuellement pour une raison quelconque? Oui, c'est possible. Par exemple, je sais qu'il y a 2 livres dans la liste qui appartiennent au même auteur, soit M. Lucien Boutillier. Alors, disons que je veux les placer tous les deux ensemble au début de la liste. Je commence par repérer les 2 livres en question. Ici, nous n'avons que 17 livres, mais s'il y en avait 1000, eh bien, ce serait un peu plus difficile à les trouver. Alors, à cet effet, nous avons ici des cases de recherche qui nous permettent de trouver n'importe quel mot qui se trouve dans les colonnes en question. Alors ici, j'ai dans la case auteur, je vais écrire une partie du nom de l'auteur, c'est-à-dire Lucien, et c'est suffisant. Et je tape sur la touche Entrée sur le clavier. Alors voilà, j'obtiens une liste spéciale ne contenant que les 2 livres que je recherchais. Cependant, ces 2 livres ont toujours leur ancien numéro d'ordre, c'est-à-dire le numéro 10 et le numéro 15. Alors, comme je veux les placer au sommet de la liste, alors je vais tout simplement leur attribuer le numéro d'ordre 1 et 2. Alors, je clique sur le bouton vert ici, intitulé Rafraîchir la liste, pour obtenir la liste originale. Alors, vous voyez que maintenant, nous avons 2 fois le numéro 1 et 2 fois le numéro 2, évidemment, puisque nous avons utilisé des numéros qui existaient déjà. Alors, je vais donc attribuer d'autres numéros à ceux dont nous avons emprunté les numéros. Alors, je pourrais leur attribuer n'importe quel autre numéro qui n'est pas actuellement utilisé. Mais puisque je sais que nous avons utilisé les numéros 10 et 15, alors je vais donner le numéro 10 à celui-ci et le numéro 15 à celui-là. Et je clique de nouveau sur le bouton Rafraîchir la liste pour réobtenir la liste originale. Alors voilà, j'ai donc mes 17 livres en parfait ordre, comme vous voyez. Alors, j'ai obtenu ce que je voulais, en quelque sorte. Je poursuis maintenant ma visite des colonnes, des différentes colonnes. Les 2 suivantes s'intitulent étagères et rangs. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ces colonnes représentent l'emplacement physique des livres. Alors, A3, que vous voyez ici, signifie que ces livres sont tous dans l'étagère identifiée comme étant A3. En somme, c'est l'étagère 3 dans le rayon A de la bibliothèque qui, comme vous le savez, s'appelle également A. Quant aux chiffres qui apparaissent dans la colonne rang, eh bien, ils indiquent la place du livre dans une étagère
qui contient actuellement 17 livres, mais qui pourrait en contenir 20 ou même plus. Tout le nombre de livres possibles dans une bibliothèque dépend de sa largeur. Cela peut varier d'une étagère à l'autre ou d'une bibliothèque à l'autre. Les trois colonnes suivantes s'intitulent largeur, hauteur et épaisseur. Ces noms réfèrent aux dimensions physiques en millimètres des livres. Vous allez peut-être vous demander si cette information est bien nécessaire. En réalité, elle n'est pas du tout obligatoire, mais il y en a qui peuvent aimer connaître cette information. Certains bibliothécaires, en tout cas, aiment bien connaître au moins la hauteur des livres pour mieux les disposer dans les étagères. C'est plus joli peut-être, cela dépend des goûts, évidemment. J'en profite pour vous montrer comment on peut choisir des livres correspondant à une certaine hauteur, et cela en utilisant les cases de recherche au-dessus de ces colonnes. D'ailleurs, on le dit ici, à la consigne écrite en bleu, la recherche de livres par les dimensions accepte une différence de 12 mm en plus ou en moins. Alors, si j'écris ici, disons, 230 mm, j'obtiendrai donc des livres qui ont à peu près cette hauteur, avec une différence de 12 mm en plus ou en moins. Alors, à cet effet, je vais plutôt taper sur la touche Entrée, comme vous le savez, lorsqu'on a des critères de recherche dans les cases. Alors voilà, les livres qui apparaissent devant vous ont à peu près 230 mm de hauteur. Mais ces critères de recherche, on peut les combiner ensemble. Par exemple, on pourrait avoir des livres de cette hauteur, mais en même temps qui sont tous d'un certain type. On va dire, par exemple, du type biographie. Alors, si j'écris biographie dans cette case, je vais obtenir des livres qui sont à la fois des biographies et qui ont à la fois à peu près 230 mm de hauteur. Alors, vous comprenez un peu le système. Alors, l'utilisation combinée de critères de recherche offre donc des perspectives de résultats très intéressantes, comme vous voyez. Je passe rapidement au-dessus des autres titres car leurs noms parlent par eux-mêmes. Alors, j'ai ici auteur, ensuite titre du livre, ensuite le numéro du tome ou le sous-titre. Alors, quand il n'y a pas de tome ou qu'il n'y a pas de sous-titre, la case reste vacante, évidemment. Toutes ces cases sont là pour être à votre disposition, tout simplement. Vous pouvez les utiliser ou non. La colonne des dates ici, ce sont les dates de parution du livre en question. Ensuite, en ce qui concerne le type, eh bien, ce sont différents types de livres. Je vais tout d'abord cliquer sur rafraîchir la liste afin d'avoir la liste au complet. Alors, vous voyez qu'il y a différents types. Et ici, vous avez une colonne pour indiquer la collection. Quand il n'y a pas de collection, vous laissez la colonne, la case vacante. Ensuite, vous avez une colonne pour la langue. Vous écrivez toujours seulement les 2 premières lettres de la langue. Ensuite, vous avez la colonne des éditeurs. Alors, vous écrivez le nom de la maison d'édition ici. Enfin, nous arrivons à une colonne très spéciale qu'on appelle ISBN. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Alors, si je clique sur l'un de ces boutons jaunes, alors vous voyez que le numéro
vous avez une case ici pour inscrire le numéro ISBN du livre. Dans ce cas-ci, le numéro est déjà indiqué puisqu'il s'agit du livre de M. Lucien Boutillier. Alors, si je clique sur l'un de ces sites de recherche sur les numéros ISBN, alors vous voyez qu'on a tout de suite une phrase en rouge nous disant « Veuillez patienter pendant que la recherche se fait ». Et habituellement, c'est très rapide. Alors, vous voyez, j'obtiens une photo du livre et j'obtiens les noms des maisons des distributeurs ou de ceux qui vendent ce livre. J'obtiens les prix qui peuvent varier selon la condition du livre. Alors, je clique donc pour fermer cette case et j'arrive à la colonne suivante. C'est un tandem de boutons et il y a un bouton en forme du signe plus qui me permet d'ajouter dans un dossier spécial un document au sujet soit de l'auteur, soit du livre lui-même. Il peut s'agir d'une photo de l'auteur ou d'un événement, le lancement ou une exposition. Il peut s'agir d'un écrit que vous aurez scanné, un article, une critique, un témoignage, une correspondance, alors que le bouton rouge de son côté, lui, permet de voir tous ces documents une fois qu'ils sont dans le dossier spécial. Enfin, nous arrivons à la colonne des livres en transit. Vous voyez le nom, en transit, ici. En cochant les petites cases, vous sélectionnez un ou plusieurs titres de livres aux fins d'un transfert ou d'un copiage d'une bibliothèque à une autre. C'est ici qu'on va pouvoir mettre de l'ordre, parce qu'on peut copier les livres dans une bibliothèque en désordre pour les mettre dans une bibliothèque en ordre. De plus, il y a une petite case en haut de la colonne, et cette petite case, si je clique dans la case, alors elle coche toutes les autres cases d'un seul coup. Alors vous voyez que tous les livres ont été sélectionnés d'un seul coup. Alors pour désélectionner des livres, je n'ai qu'à recliquer sur la case pour la décocher. Alors voilà, c'est décoché. Imaginons maintenant que je veux mettre de l'ordre dans les bibliothèques de M. Jean Untel. Parmi les livres qui sont actuellement pêle-mêle dans sa bibliothèque en désordre, je veux trouver les livres qui sont écrits en anglais pour les transférer dans la bibliothèque C, appelée aussi Livres en anglais, celle-ci. Je commence par écrire EN dans la case de recherche de la colonne langue. EN pour English. EN et je tape sur la touche entrée sur le clavier. Alors j'obtiens immédiatement une nouvelle liste avec seulement les 4 livres écrits en anglais. Si je veux n'en transférer qu'un seul, je coche la petite case pour le sélectionner. Celui-ci, par exemple. Alors, vous voyez qu'il est maintenant sélectionné. Si je veux les transférer tous, je coche plutôt la petite case en haut de la colonne, comme ceci, et tous sont maintenant sélectionnés. Je clique ensuite sur la bibliothèque de destination, qui peut être parmi celles qui appartiennent à M. Jean Untel, mais qui pourrait être aussi parmi celles qui appartiennent à un autre individu du fichier, à son épouse ou à l'un de ses enfants. N'oubliez pas que la fonction en transit vous donne toutes ces possibilités.
Alors, si je clique sur la case en anglais, eh bien, j'obtiens le message suivant que je lis avec vous. Si des enregistrements sont cochés comme étant en transit dans d'autres sections, alors quand on parle de sections, ça peut être soit les bibliothèques de M. Jean Untel, soit les bibliothèques de son épouse et de ses enfants ou de d'autres membres du fichier. Alors, on nous demande de choisir l'une des deux actions suivantes, soit transférer ou soit copier les livres en question. Alors, vous connaissez la différence entre transférer et copier. Dans le cas d'un transfert, les détails des livres quitteront la première bibliothèque pour aller s'inscrire dans l'autre bibliothèque. Alors que dans le cas d'un copiage, les détails des livres coexisteront dans les deux bibliothèques en même temps. Mais je peux aussi décider de ne pas faire ces transferts ou ces copiages. Je peux changer d'idée, en d'autres termes. Alors, le deuxième article s'applique et je le lis avec vous. Si vous cliquez sur le bouton Annuler que vous voyez ici, tous les enregistrements en transit seront automatiquement décochés. Alors, il peut s'agir de ceux que vous voyez ici, qui sont cochés, ou de ceux qui sont dans d'autres bibliothèques qui appartiennent aux autres membres de la famille. Alors, à quelque endroit où les livres sont cochés, eh bien, ils seront automatiquement décochés en cliquant sur le bouton Annuler. Alors, je clique sur ce bouton et vous voyez que les livres ont disparu et que dans la bibliothèque en anglais, il n'y a plus aucun livre puisqu'il n'y a pas eu de transfert d'aucune façon. Alors, les 4 livres, je les retrouverai encore dans la bibliothèque en désordre si je clique ici. Alors, vous voyez, les 4 livres sont ici. Et si je rafraîchis la liste en cliquant sur le bouton vert que vous voyez ici, eh bien, je revois la liste des 17 volumes que vous connaissez déjà, et incluant les 4 livres en anglais. Dans le cadre rouge que vous voyez ici, il reste la consigne numéro 4, écrit en bleu, dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors, vous voyez, on dit version Excel ou calque. Il s'agit d'exporter au format Excel la liste de livres de la bibliothèque qui apparaît à l'écran. Alors, il s'agit de la bibliothèque A, c'est-à-dire la bibliothèque en désordre, et non pas toutes les autres bibliothèques, évidemment. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec un fichier au format Excel. Mais je vais tout de même vous montrer à quoi cela ressemble en cliquant sur le bouton rouge au bout de la consigne, comme ceci. Alors, vous voyez, on est en train de générer la liste. Elle est maintenant dans le format Excel. Et parmi les actions que vous pouvez faire avec le format Excel, c'est sûrement d'imprimer la liste. Et à cet effet, vous devez cliquer sur le titre Fichier en haut et à gauche de la page. Et en cliquant sur le titre, il y a une liste déroulante avec le bouton Imprimer. Alors, si vous cliquez sur le bouton Imprimer, vous pourrez imprimer la liste en question. Vous pouvez évidemment être obligé de faire une mise en page puisque la liste elle est assez longue, il y a beaucoup de colonnes. Alors, vous devrez peut-être faire une mise en page pour imprimer cette liste-là. Je quitte maintenant la page Excel en cliquant sur le petit X en haut et à droite de la page et je clique sur la flèche rouge pour retourner à la page d'ouverture du carnet universel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps de commenter les autres modules, mais comme ils fonctionnent tous à peu près de la même manière, vous n'aurez pas de difficulté à les expérimenter par vous-même. Ne manquez surtout pas les modules 15, 16 et 17 que vous voyez ici.
car ils permettent de conserver en mémoire les numéros de série, les mots de passe, les clés d'activation et souvent même le fichier de téléchargement de certains logiciels. Donc, si vous devez réinstaller des logiciels, eh bien, vous aurez tous les détails dont vous avez besoin à cet effet. Quant au module 6 que vous voyez ici, intitulé Domicile, résidence, lieu de travail et lieux divers, c'est une façon originale de relater la vie de quelqu'un. En effet, s'il y en a qui passent leur vie au même endroit et dont le lieu de travail ne varie pas, il y en a beaucoup d'autres qui déménagent souvent et qui changent d'emploi au cours de leur vie. Ce module tient donc compte de tous ces changements et jalonne de points de repère la vie des individus de votre fichier. Bien sûr, les dates du début et de la fin du séjour à chacun de ces endroits ajoutent de la précision à certains comptes rendus. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi recueillir et conserver des documents officiels reliés à ces endroits. Et ces documents, comme les baux, les contrats d'achat et de vente, les plans et les certificats de localisation des immeubles, les évaluations et les taxes municipales et scolaires, contiennent évidemment une mine de renseignements très précieux sur la vie des personnes concernées. Alors, comme vous voyez, rien n'a été négligé pour faire de ce module un instrument indispensable pour écrire la biographie de quelqu'un et pourquoi pas votre propre autobiographie. Maintenant, en guise de conclusion, disons que nous avons produit 22 vidéos d'environ 30 minutes chacun sur les principales fonctions du logiciel Geniator. Nous espérons qu'ils vous ont fait connaître ces fonctions, même dans leur menu détail, afin que vous puissiez maintenant vous en servir comme si vous les aviez conçus pour vous-même. Notre but est donc que vous les adoptiez comme solution régulière, aussi bien pour vos problèmes de la vie courante que pour vos besoins en matière de généalogie. À cet effet, nous avons essayé de rendre nos explications le plus conviviales possible. Avons-nous réussi? C'est à vous de nous le dire. Les 2 cases qui nous restent pour nous rendre jusqu'à 24 vidéos ont été réservées justement pour répondre à vos questions et tenir compte de vos suggestions. Si vous nous faites part de vos besoins, soyez assurés que nous vous donnerons de plus en plus satisfaction. Enfin, en tant que porte-parole de l'équipe de Geniator, je vous remercie d'avoir visionné nos vidéos et je vous souhaite de profiter au maximum de toutes les fonctions de ce logiciel qui dépassent, comme vous voyez, les cadres de la simple généalogie. Alors, encore une fois, merci beaucoup.